Bonjour à tous. Alors moi je fais partie d'une équipe d'ingénieurs, docteurs et conseillers qui est en charge d'essayer de développer le futur des technologies de la réalité virtuelle et d'inventer aussi des nouveaux usages avec ces nouveaux outils. Donc aujourd'hui je vais vous parler de réalité virtuelle et je vais aborder ce sujet au travers des limites que rencontrent actuellement ces technologies et qui les empêchent d'atteindre leur objectif ultime, qui est celui de permettre à des utilisateurs de vivre une expérience ultra réaliste dans une réalité synthétique. Donc une réalité qui n'est pas réelle, qui va être numérique. Cette réalité synthétique, tous les acteurs, que ce soit ici en France mais aussi à l'étranger, visent à terme à ce qu'elle devienne indiscernable du réel. On sera plus capable de faire la différence entre les deux. Donc si ça peut vous rassurer, je ne suis pas un hologramme, je suis bien réel, tout comme vous l'êtes. Normalement, on n'est pas dans la matrice, sauf si c'est déjà trop tard. Et donc chez Clarté, on aime à définir la réalité virtuelle comme étant une réalité dont les causes sont virtuelles, ce sont des causes de synthèse, mais dont les effets sur l'humain vont être réels. L'expérience que je vais avoir, elle sera réelle, même si c'est une machine qui me la fait vivre. Donc avant de m'attarder sur les différents moyens qui vont permettre de tromper nos sens, qui vont permettre de tromper ce qu'on va percevoir et donc nous faire croire que c'est réel, je vais vous présenter Clarté en quelques mots. Donc Clarté, c'est un centre lavallois, donc je suis d'à côté, un centre de ressources technologiques spécialisé en réalité virtuelle, réalité augmentée, mais également toutes les technologies qui sont un petit peu connexes, donc tout ce qui va toucher aussi à l'humain augmenté, l'intelligence artificielle, etc. Et donc notre rôle, c'est d'essayer de pousser le développement de ces technologies dans le bassin régional, mais aussi beaucoup plus loin, puisqu'on travaille un peu partout en France et aussi un petit peu à l'étranger. Et donc nos deux vecteurs principaux, c'est le conseil, accompagner les professionnels, et l'innovation, donc pousser à ce que des projets innovants voient le jour et soient intégrés dans le monde d'aujourd'hui. Donc ces activités, elles sont séparées en trois parties. Donc le conseil et la diffusion technologique, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer les professionnels, leur faire des démonstrations, leur donner les informations qui vont leur permettre de découvrir et de maîtriser ces nouvelles technologies que bien souvent ils ne connaissent pas, alors qu'elles vont avoir des apports assez importants pour leur société. On va présenter donc la réalité virtuelle dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi les autres technologies qui y sont liées. Cet accompagnement, le cas échéant, il débouchera aussi vers une conduite vers les bons intervenants, vers les bons prestataires, vers les bons centres de compétences qui vont leur permettre de réaliser leurs projets si c'est possible. Quand cela n'est pas forcément possible, on dispose d'une équipe d'ingénieurs qui va être à même de faire de la recherche et de l'innovation pour mener à bien ces projets qui présentent des points scientifiquement bloquants sur l'usage, etc. Donc on travaille au travers de projets collaboratifs ou alors de projets directement d'études directement montés avec les professionnels. Donc on travaille avec des grands groupes tels que Lactalis ou des CNS, Renault, mais aussi avec des PME, TPE et des institutions comme par exemple avec l'Académie de Nantes sur certains projets ou alors des groupes comme Gruo, etc. Donc la dernière activité, c'est le transfert technologique, c'est-à-dire que quand ces projets ont réussi, le but, c'est pas de les garder pour nous, c'est de faire en sorte que ça fasse du business et que ça booste l'économie. Donc on va essayer de faire de l'essaimage, de transférer ces technologies-là auprès de nouvelles ou de sociétés existantes. Donc voici quelques exemples de projets qu'on a pu faire au sein de Clarté, donc 4 petites vidéos. Donc le premier, on va avoir 2 personnes qui vont se retrouver immergés dans un environnement virtuel, une petite maquette là avec une petite machine, et donc ils vont avoir une reconstruction de leur corps, donc ils vont pouvoir se voir, ils vont pouvoir interagir l'un avec l'autre de façon quasiment naturelle, étant donné qu'ils se perçoivent. Un autre projet ensuite en haut à droite, où là on travaillait avec des CNS pour réussir à former les directeurs de pont, ce sont les personnes qui vont venir faire atterrir les hélicoptères sur les frégates. Étant donné que c'est une tâche à risque, qui demande d'immobiliser des parties du bateau,
on a fait ce simulateur qui permet à 3 personnes d'être formées ensemble et de simuler donc des cas d'usage assez critiques et dans des conditions d'environnement assez particulières. Ensuite, 2 autres thématiques, c'est la réalité augmentée sur les 2 vidéos du bas, où on va faire soit de l'aide au contrôle sur des chantiers, donc on va venir superposer du virtuel sur du réel, c'est pour ça qu'on appelle ça la réalité augmentée, on l'augmente avec des données virtuelles, ou alors encore du guidage. Là, on va avoir une petite tablette et ça va nous permettre de nous guider. Par exemple, dans une église où je vais pouvoir la visiter sans avoir forcément de guide, parce que c'est une petite église un petit peu perdue en Mayenne, comme à Bouchon-l'Écran. Et donc, je vais pouvoir découvrir un petit peu les petites perles qu'il y a dans cet établissement-là. Et donc pour finir sur notre présentation, on vient d'arriver au Laval Virtual Center, donc qui est ce beau bâtiment tout neuf. On est arrivé en août, et donc on l'a intégré avec 2 autres structures que sont Laval Virtual, donc l'association qui gère le gros événement de la réalité virtuelle à Laval, et aussi l'ENSAM, donc qui est un laboratoire des arts et métiers, qui a également un master au sein de ce bâtiment-là. Donc ça permet d'avoir pas mal de compétences, on fait de la formation, on fait des événements, on fait de la recherche et développement, et tout ça au même endroit, ça permet vraiment d'avoir un centre capable de booster ce domaine. Voilà. Donc qu'est-ce que la réalité virtuelle, puisque je suppose que pas mal de personnes d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est. La réalité virtuelle, ça va se définir par 2 choses. L'immersion, je vais être présent, je vais avoir l'impression d'être présent dans un environnement de synthèse, mais aussi une interaction, c'est-à-dire que je vais interagir avec cet environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir le modifier, je vais pouvoir avoir un impact sur cet environnement, et cet environnement va aussi pouvoir avoir un impact sur moi. L'interaction fonctionnant dans les 2 sens. L'idée étant qu'on arrive à avoir une présence dans cet environnement virtuel, que j'ai vraiment l'impression d'être dans cet environnement et que je vis une expérience. C'est pour ça que bien souvent on fait la séparation entre vidéo 360 degrés, qu'on commence un peu à voir apparaître un peu partout, sur Facebook, etc., et réalité virtuelle. Vidéo 360 degrés, si je m'endors, que je ferme les yeux, que je reviens 1 heure plus tard, je suis rendu 1 heure plus loin dans le film. En réalité virtuelle, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Et ce n'est pas une simple image, c'est vraiment un environnement de synthèse. Ça va être un modèle numérique, que ce soit d'une usine, d'un champ, d'une montagne, d'une île paradisiaque. On pourrait par exemple avoir cette île mayonnaise en réalité virtuelle. Je pense que ça vendrait un petit peu moins de rêve que si c'était une vraie île. Voilà, donc il y a pas mal de petites différences qui font que les vidéos 360, ce n'est pas de la réalité virtuelle, ou tout du moins, on va dire, vraiment le niveau 0. Si on regarde cette pyramide ici, on est vraiment tout en bas de la pyramide. Et à l'heure actuelle, les différentes technologies ont fait qu'on est rendu au dernier échelon. Des expériences hautement interactives et hautement immersives. Mais on n'est pas encore rendu à la dernière étape qui est l'expérience où on aurait vraiment l'impression d'être dans un monde réel alors qu'il ne l'est pas. À l'heure actuelle, on a pas mal de choses qui nous permettent de s'en approcher, mais encore pas de l'atteindre. On n'est toujours pas dans la matrice, c'est ce que je vous disais en introduction, et bien heureusement pour nous. Donc pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien tout simplement parce que pour réussir à se sentir immergé, pour se sentir présent dans ces environnements, il faut réussir à stimuler tous les sens. Et par tous les sens, c'est plus complexe que juste dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Non, parce que ce qu'il faut, c'est être capable de tout ressentir, c'est ressentir la vue. Ça, c'est une des choses qu'on arrive très bien à faire maintenant. J'ai l'impression de voir des choses qui existent. Ça, on y est presque, même s'il reste encore quelques subtilités. D'entendre des choses, ça, on arrive aussi à jouer dessus. Mais par contre, par exemple, le sens de l'équilibre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur le bateau pour former les pilotes de pont, c'était une des choses qui était difficile à restituer. On arrive à faire des choses. Ça va être aussi le toucher, les textures, parce que le sens du toucher, ça va être des textures, mais ça va être aussi la chaleur, ça va être des impacts, ça va être des vibrations. Donc c'est vraiment tout plein de thématiques qui sont assez complexes. Ça va être aussi des sensations de notre propre corps. C'est par exemple la faim, c'est par exemple un certain malaise, c'est par exemple la fatigue. Comment est-ce que je simule la fatigue? C'est pas évident ça. Ou comment je fais ressentir que je suis en train de faire un effort intense alors que je ne suis pas en train de le faire. Tout ça n'est pas évident. Donc pour ce qui est du côté visuel, on s'en approche. On a des casques de réalité virtuelle qui permettent d'être présent dans ces environnements, de regarder à 360 degrés, d'avoir l'impression d'y être. Mais il manque toujours cette petite étape
qui est que pour le moment, les environnements ne sont pas réalistes. Quand j'ai un avatar en face de moi, je vois bien que c'est un avatar numérique. Il y a des laboratoires qui travaillent pour qu'on ait l'impression d'avoir des avatars qui soient quasi réalistes. Quand l'avatar va parler, ce sont des rides qui vont venir se déplacer sur le visage, ce sont les pas de doigts qui vont venir se déformer aussi quand ils vont venir cligner des yeux. Et c'est pareil pour les environnements en termes de terrain, pluie, etc., éclairage, où pour le moment on n'est pas sur des degrés de réalisme suffisants pour avoir l'impression, pour pouvoir se méprendre avec le monde réel. On va avoir une très bonne immersion, mais on va encore pouvoir faire facilement le discernement. Un des gros points bloquants, c'est aussi la locomotion. À l'heure actuelle, on peut se déplacer un petit peu, à peu près l'espace ici de la Seine, mais difficilement plus. Je ne vais pas pouvoir simuler facilement une visite dans les pyramides de Khéops. Ça, c'est encore compliqué à faire. Tout du moins, je ne vais pas pouvoir le faire en me déplaçant physiquement. On va trouver des moyens pour contourner ces problèmes, mais on va pouvoir le faire. Il existe ce genre de tapis qui va venir, un espèce de tapis roulant comme on en a dans les salles de sport, mais qui fonctionne dans deux directions. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir marcher tout droit, mais aussi sur les côtés. Et je ne vais jamais sortir du petit carré où il y a le tapis. Pour le moment, ça coûte vraiment extrêmement cher et on reste à des stades scientifiques. Mais ça existe déjà. On voit que c'est une limite, mais que les premières solutions se dessinent. Un des stimuli qui paraît compliqué à simuler, c'est l'odorat, c'est-à-dire comment je vais sentir que ici ça sent les épices et que je suis bien dans un restaurant indien. Comment je vais pouvoir sentir que ici je suis dehors et qu'on est à la période des colzas. C'est compliqué, mais il existe déjà des travaux scientifiques où on va venir mettre plein de petits mélanges d'huiles essentielles et on va essayer de venir les pulvériser sous le nez de l'utilisateur en fonction de ce qu'on approche sous son nez. Encore une limite qui paraît assez importante, mais déjà des travaux qui montrent que cette limite ne sera pas infranchissable. D'ici combien de temps? C'est peut-être encore difficile de se prononcer, mais déjà les limites commencent à s'effacer. Ici, ça va être la sensation de toucher. On va mettre des gants qui vont nous permettre de ressentir des objets. Le problème de ces gants, c'est que je ne vais pas pouvoir ressentir, par exemple, qu'on m'appuie sur le bras. Je vais pouvoir sentir que je prends une pomme, mais pas, par exemple, qu'on m'en jette une. Ça va être plus compliqué. Du coup, certaines compagnies travaillent sur des combinaisons entières. On va avoir des capteurs un peu partout, où là, on va pouvoir ressentir le chaud ou le froid, ressentir des vibrations, ressentir des impacts. Elles vont aussi pouvoir permettre, à terme, avec l'exosquelette qui est sur la droite, de se déplacer. On va marcher en l'air et avoir l'impression de marcher, alors qu'en fait, on est juste en train de bouger en l'air. On est en mouvement, mais sur place. Ce genre de système qui permet, lui, d'avoir l'impression d'être en chute libre. Donc l'avantage, c'est aussi que ça fait travailler les abdos, c'est d'ailleurs comme ça que c'est vendu. Mais ça permet de faire des simulateurs de chute libre. Et ça perturbe énormément. L'avantage, c'est qu'on arrive aussi à trouver à chaque fois des petits biais. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir les pieds au sol, on va venir perturber un peu l'oreille interne, et donc on va avoir ces sensations un peu de vertige, ces sensations de hauteur, alors que pourtant on est juste à 1 mètre de hauteur. Mais déjà, rien que le fait de ne plus être dans une position normale, d'être sur quelque chose d'instable, où je vais devoir le contrôler différemment, eh ben, on arrive à recréer des sensations qui sont assez proches des sensations réelles, alors que pourtant on n'est pas du tout sur le cas réel. Là, la personne n'est pas en train de tomber, hein, visiblement. Voilà. Donc on a aussi ce genre de combinaison, donc, où ça c'est utilisé pour faire sentir des impacts sur le corps. Donc là, chaque petit carré noir brillant permet de ressentir des vibrations plus ou moins fortes et surtout des impacts. C'est-à-dire que si je me tape dans quelque chose, je vais vraiment avoir l'impression de me taper. Donc c'est plutôt localisé à certains points du corps, mais ça permet déjà d'avoir ce ressenti physique des environnements virtuels qui est assez compliqué à retranscrire. Donc voilà, à la fin, on aura peut-être l'impression d'être équipé avec tout plein de capteurs, mais quand on sera dans un environnement de synthèse, on n'aura plus la possibilité de faire le discernement entre les deux. Hop là. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de limitations qui font qu'à l'heure actuelle, quand on est immergé dans une expérience en réalité virtuelle, on sait très bien qu'on est dans du virtuel et pas dans du réel. Mais toutes ces limites, elles ont tendance à s'effacer. On voit qu'elles sont quasiment toutes traitées plutôt par les laboratoires scientifiques, mais aussi déjà par certaines entreprises qui font des produits finis, commercialisables et achetables par tout le monde dans le grand commerce.
Donc, nous, notre rôle, c'est aussi de commencer à se poser les questions des limites éthiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose un nouveau paradigme, qui est celui d'être capable de créer un environnement virtuel, mais indiscernable du réel, il va falloir commencer à réfléchir aux limites éthiques de ces usages. Parce qu'il faut être lucide, il y aura forcément des personnes, comme à l'heure d'Internet, qui vont se perdre dans ces mondes virtuels pour échapper à une réalité, chercher une satisfaction qu'ils n'ont pas dans le monde réel. C'est inévitable. Mais ce sera, comme c'est à l'heure actuelle, des cas à traiter, à faire attention, mais qui ne doivent pas nous écarter des apports énormes que peuvent nous apporter la réalité virtuelle. À savoir, c'est tout au moins nous ce qu'on croira, en termes de formation. Ça permet de former des personnes extrêmement rapidement et sans immobiliser des chaînes de production, en les faisant aller dans des conditions qui sont dures à retranscrire. Par exemple, s'il y a un incendie sur une plateforme pétrolière, c'est compliqué de mettre l'incendie sur la plateforme pétrolière, ça paraît assez évident. Du coup, si on peut lui faire vivre cette expérience avec le stress qui va avec les craintes qui vont avec, c'est très intéressant. Pareil pour le voyage. Il y a déjà des hôtels qui utilisent la réalité virtuelle pour avoir l'impression de voyager. Ils ont une petite cabine, on se met à l'intérieur, et ils vont faire changer la température, ils vont faire changer l'image qu'on perçoit. On va avoir l'impression de passer de Stockholm à Dubaï en quelques secondes. Ça existe déjà. Ça va être aussi en termes de communication, que ce soit dans les entreprises, mais aussi à l'extérieur. On va pouvoir imaginer aller plus loin que de la simple téléphonie, aller plus loin que de la simple visioconférence. Donc les distances n'existeront plus. On pourra être avec les personnes. Donc nous, notre parti pris, c'est vraiment de penser que la réalité virtuelle ne substituera pas la réalité, mais qu'elle viendra l'améliorer, qu'elle viendra proposer des outils qui permettront de pallier à certaines problématiques auxquelles on ne peut pas répondre réellement. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre quelques petites informations, et merci à tous.